Bonjour à tous, bienvenue sur la table ronde organisée par la Fédération des entreprises de l'eau. Il y a encore quelques places assises si vous voulez nous rejoindre. Ce matin, nous allons parler du modèle de financement des services d'eau et d'assainissement confrontés au double enjeu de la sobriété hydrique et des besoins croissants d'investissement. Dans ce cadre, Intercommunalité de France, la FNCCR et la FP2E ont conduit une étude flash sur un nouveau mode de financement des services d'eau et d'assainissement en France. C'est ce dont nous allons parler ce matin. Ce groupe de travail a réuni des élus locaux. Il a également appuyé ses travaux sur une consultation interne des adhérents à Intercommunalité de France et sur l'audition de personnalités qualifiées, associations de consommateurs, économistes. Je vais revenir en présentant nos intervenants ce matin. Et ces travaux ont abouti, je montre à la caméra, à la production de ce document qui vise à proposer 25 axes de travail, 25 pistes de propositions pour garantir la soutenabilité économique des services en veillant à concilier l'efficacité environnementale, l'équilibre économique et l'équité sociale. Alors, je vais présenter nos intervenants qui sont nombreux ce matin. Estelle Grelier, qui est présidente de la FP2E. Hervé Paul, vice-président de la FNCCR, maire de Saint-Martin-du-Var, vice-président délégué à l'eau, à l'assainissement et l'énergie de la métropole Nice-Côte d'Azur. Régis Banquet, pardon, je ne fais pas dans l'ordre. Régis Banquet, vice-président en charge de l'eau d'Intercommunalité de France, maire d'Alzonne, président de Carcassonne-Aglo. Alexandre Mayol, qui est maître de conférence en économie à l'Université de Lorraine, titulaire de la chaire ressources naturelles et économie locale. Merci de votre présence, parce que tous les élus qui sont présents ont d'autres rendez-vous sur le salon des maires et vous êtes venus exprès pour notre table ronde. Merci beaucoup. Et enfin, Monsieur Bézirard, Alain Bézirard, vice-président en charge de l'eau et l'assainissement à la métropole européenne de Lille, maire de Erquiguen-Lys. Merci pour votre présence. On va démarrer tout de suite pour vous donner à tous la parole. Estelle Grelier, quel est le point de départ de ce travail conjoint qui a été mené par l'ensemble de ses partenaires, entreprises et collectivités? Quel diagnostic dressez-vous? D'où partez-vous? En fait, je pense que ça part d'un diagnostic partagé. Moi, je me réjouis qu'avec la FNCCR, la FP2E ait travaillé dans de très bonnes conditions avec Intercommunalité de France. C'était parce qu'on fait tous le constat que le modèle économique de la coopération publique-privée, notamment de la délégation de services publics, est atteint dans ses fondamentaux. On sait qu'on a des consommations de volume qui baissent. Elles ont baissé de 3 points en 2023 et on sait que sur 2024, la tendance est identique. On a un modèle de facturation qui est globalement assis à quelques unités juridiques près sur les volumes consommés. On a, on le sait, un mur d'investissement auquel doivent faire face les collectivités territoriales. Ça a été documenté largement et c'est chiffré aux alentours de 5 milliards d'euros. On a une réglementation, et c'est bien aussi pour l'usager, sur la qualité de l'eau notamment, qui se densifie, donc qui amène là aussi des investissements à venir. Et donc on voit bien que la rentabilité du modèle, elle est au fond remise en cause. Et que pour autant, c'est un très beau modèle de coopération du service public avec les opérateurs privés. Et ça, c'est pour nous un vrai sujet d'inquiétude. Ce qu'on a vu, c'est que sous contrôle du vice-président d'Interco de France, les collectivités interrogées partageaient ces difficultés. Et du côté des opérateurs d'eau, on est obligé de signaler que finalement, on a 80% de nos coûts qui sont fixes sur le fonctionnement des services, et qui sont au fond basés sur une facture qui, elle, comporte une part fixe qui est entre 15 et 20%. Donc très assujettie au volume. Donc c'est un modèle fragile et l'idée c'était comment, tous ensemble, on pouvait regarder à le solidifier. Merci beaucoup Alexandre Mayol, vous êtes économiste, vous avez accompagné les travaux de ce groupe de travail. Quel constat dressez-vous sur l'économie des services d'eau en France? Et petite question complémentaire, est-ce que les Français connaissent bien leur facture d'eau? Et selon vous, est-ce que cette facture d'eau, elle est à la hauteur des enjeux? Alors merci d'abord de l'invitation. J'ai trouvé ça formidable que cette initiative soit lancée parce que le prix de l'eau longtemps a été une boîte noire. Pour l'usager, quand on fait un sondage, je fais souvent ça en conférence, qui sait combien il paye d'eau? Alors, à moins d'être en maison, il faut rappeler une chose, c'est que le client, c'est l'immeuble quand vous êtes en appartement. C'est pas vous. À charge au syndic de refacturer. Et donc, je dirais que cette boîte noire, il y a une volonté d'abord de l'ouvrir, de faire comprendre à l'usager ce qu'il paye. Il y a des confusions sur l'abonnement, sur la part variable. Donc, une volonté de clarifier le prix. Et une volonté également de donner du sens au prix. La question, c'est qu'est-ce qu'on paye et de quoi le prix doit-il être le nom? Est-ce que c'est seulement couvrir les charges? Et peut-être plus, aussi un aspect environnemental.
faire comprendre à l'usager que trop consommer a un impact sur la ressource et comment le prix peut dire cela. Et une volonté également que le prix donne du sens à l'investissement. Comment aujourd'hui on doit financer le mur d'investissement, et pour les élus locaux aussi d'être capable d'expliquer le prix à l'usager, que s'il augmente, ce n'est pas une volonté simplement d'augmenter le prix, c'est donner du sens à cette augmentation. Et donc je dirais qu'il y a un paradigme qui change. Comment le prix doit accompagner la transition. Et donc derrière ça, c'est donner du sens à l'idée qu'on n'a pas juste envie d'augmenter, mais qu'on a envie aussi d'envoyer un message aux consommateurs usagers. Voilà. Et je dirais simplement qu'une des mesures que je trouvais très pertinente, c'est le comptage. Rappelons une évidence, dans beaucoup de villes, la majorité des villes, le comptage se fait encore dans l'habitat collectif de manière simulée. C'est de la répartition par des clés et pas par du comptage individuel. Donc un des enjeux premiers, c'est de savoir combien nous consommons chacun et est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup. Si je vous montre un compteur d'eau, la plupart d'entre nous, on sera très gênés parce qu'on ne sait même pas quel chiffre il faut regarder. Et ensuite, il faut rappeler que le comptage est encore une opération complexe. Donc je dirais la première chose, c'est de savoir combien nous consommons et donc combien nous payons. Merci beaucoup. Et puis c'est aussi un outil pour les élus en termes de facturation. S'ils font des choix spécifiques de facturation, savoir d'où l'on part. Hervé Paul, une piste de travail développée par ce groupe consiste à élargir l'assiette des usagers qui contribuent au financement des services d'eau et d'assainissement en France. Alors, qui sont ces usagers aujourd'hui qui contribuent peut-être pas autant que peut-être ils le devraient, et quelles sont les solutions que vous préconisez? Alors d'abord, il y a des usagers qui sont les passagers clandestins du service d'eau et d'assainissement. Chaque année, on retrouve un petit pourcent d'abonnés qui passaient comme ça entre les mailles du filet. Donc j'ai déjà ce travail d'équité, de faire en sorte que tous ceux qui bénéficient du service en acquittent le prix. C'est déjà la moindre des choses. Ensuite, on s'aperçoit que dans cette crise des sécheresses 2022-2023, en fait, il y a énormément en France de forages privés qui contribuent donc à puiser dans la ressource, qui est la même ressource qu'utilisent les agriculteurs, les industriels et les services d'eau et d'assainissement, mais dont on méconnaît complètement les volumes qui sont prélevés. Donc lorsque vous avez un gros industriel ou un gros agriculteur, évidemment là, ils ont une obligation d'avoir des comptages, et ils payent d'ailleurs des redevances à l'agence de l'eau. Mais les petits forages privés, ou les gens qui prennent l'eau comme ça de pompage dans la rivière, ne sont assujettis à aucune redevance. Et on n'a aucune visibilité, nous, sur leur prélèvement. Donc en matière de gestion de crise, lorsqu'on demande de diminuer les prélèvements, on a des prélèvements dont on méconnaît complètement l'ampleur et qui contribuent donc à l'assèchement de ces nappes-là. Donc il faudrait généraliser l'obligation, elle existe déjà, de déclaration des forages, mais aujourd'hui, dans ma commune, je sais qu'il y a peut-être 200 forages, j'ai un registre qui est vierge, je dois y avoir une déclaration. Ça veut dire aussi que les professionnels, parce que c'est pas... Pardon. On ne se lève pas le matin avec son seau et sa pelle pour faire un forage. C'est un professionnel qui intervient. Ils ont des accréditations. Ils ne font pas les déclarations. Retrait de l'accréditation pour faire les forages. Enfin, je veux dire, il y a des moyens qui existent par rapport à ça. Ensuite, il y a une autre piste. Aujourd'hui, de plus en plus, et d'ailleurs les décrets sont sortis tout au cours de l'année 2024, fin 2023-2024, sur la réutilisation des eaux qu'on appelle non conventionnelles. Par exemple, sur une résidence qu'on a livrée dans ma commune de 60 logements, récupère l'eau des gouttières. Alors, il y a une obligation de tamponnement du temps de pluie, mais aussi, il garde ces eaux-là pour alimenter les chasses d'eau et l'arrosage des espaces verts. Mais quand vous alimentez les chasses d'eau avec l'eau des gouttières, l'eau, elle retourne bien dans le réseau, on va bien la traiter dans la station d'épuration. Mais aujourd'hui, ces mètres cubes-là ne sont pas assujettis à la redevance assainissement. Donc, ça fait partie des passagers clandestins, au même titre que les forages qui alimentent des habitations et qui ne sont pas répertoriés, qui ne sont pas obligés aujourd'hui, qui ne sont pas obligés d'avoir des comptages d'ailleurs. Alors c'est assez formidable puisqu'il y a des seuils. Mais déjà pour savoir si on respecte le seuil, il faut déjà faire les comptages. Et la demande, je pense, assez généralisée, c'est que tous ces prélèvements-là dans le milieu naturel soient comptés et avec des compteurs qui retransmettent les données pour que l'autorité compétente puisse avoir donné en temps réel des connaissances des prélèvements et donc de pouvoir les facturer au même titre que les autres usagers. Merci, oui, ça rejoint la sortie de la boîte noire que décrivait Alexandre Mayol. Parmi les propositions, vous proposez également d'orienter le soutien financier de l'État, de ses opérateurs, on pense aux agences de l'eau, vers des pratiques de sobriété. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au fond, aide-toi et l'État t'aidera? Alors l'État, c'est gentil de dire que les agences de l'eau, c'est l'État, parce que ceux qui contribuent aux recettes des agences de l'eau, c'est les abonnés domestiques et assimilés, qui contribuent, je rappelle quand même, en 2024, à 82% des recettes des agences de l'eau. Donc c'est vrai que l'État donne beaucoup de conseils et beaucoup de directives
pour utiliser l'argent des autres. Mais bon, c'est pas en plein débat sur le budget 2025 que c'est vrai la palissade. Mais c'est intéressant que vous dites l'État, parce qu'en fait, on croit que c'est l'État, mais c'est notre argent en fait que gèrent les agences. C'est l'argent des usagers du service, des abonnés, quoi. Donc oui, les agences de l'eau viennent d'approuver leur 12e programme. Et c'est vrai qu'on se dit, finalement, avec l'argent des factures d'eau, qu'on prélève sur les factures d'eau, les agences font plein de choses, mais de moins en moins, elles interviennent dans le petit cycle. C'est-à-dire les travaux pour améliorer les performances de réseau, lutter contre les fuites, les gaspillages dans les réseaux, mais aussi améliorer les performances de traitement aujourd'hui, on a des tas de molécules qu'il faut traiter, ça coûte cher. Et puis, il y a aussi le traitement des eaux usées qu'on doit améliorer et performer. Donc, l'idée, c'est quand même qu'il y ait un peu plus d'argent de ces factures d'eau qui retournent vers le petit cycle. Je pense que globalement, au niveau du 12e programme, on y est un peu arrivé. Il y a beaucoup d'argent qui sert à la biodiversité, c'est super, mais on pourrait financer les actions dans le domaine de la biodiversité à partir de redevances spécifiques, par exemple, de tout ce qui porte atteinte à la biodiversité. C'était ce qui était dans l'esprit. Alors, c'est toujours pareil. Il y a plein de bonnes idées. Le plan eau, on fait plein d'annonces, c'est génial. Il y a des mesures où il faut créer de nouvelles recettes. Dès que ça touche aux consommateurs de base, les mesures sont prises immédiatement, illico presto. Par contre, les mesures qui touchent l'atteinte à la biodiversité, c'est une bonne idée, mais on n'a pas pris les décrets. Sur les redevances pour l'irrigation, par exemple gravitaire ou non gravitaire, il y avait des planchers qui devaient être mis sur les redevances. Le plancher a été voté. Le taux, c'est 0. Donc en fait, c'est à chaque agence de fixer les redevances. Donc au niveau national, tout le monde est d'accord, sauf quand il faut prendre des mesures qui sont désagréables. Et là, on renvoie vers les agences de l'eau. Le premier point, donc, c'est plus d'eau, d'argent vers le petit cycle. Le deuxième point, c'est aussi de dire que les agences, elles aident pour améliorer et pour conserver un bon état des masses d'eau. Et donc, il y a aussi des mesures qui doivent être incitatives au niveau des agences, dans les contrats que les agences passent avec les services d'eau et d'assainissement, pour aller vers des mesures de sobriété. Sobriété de l'eau, c'est-à-dire que lorsqu'on accompagne un industriel qui change son process pour consommer moins d'eau, c'est vertueux, parce qu'une fois qu'il a changé son process, c'est chaque année qu'il va faire ses économies. Lorsqu'on lutte contre les fuites sur les réseaux, c'est vertueux. Et puis, il y a aussi le fait que, j'évoquais tout à l'heure, ceux qui ne payent pas les redevances au niveau du service, ils ne payent pas les redevances aussi au niveau de l'agence. Donc là, il y a vraiment des choses à faire. Et puis, il y a des agences qui ont fixé déjà depuis le 11e programme un tarif minimum du service, et de dire, voilà, en dessous de ce prix au mètre cube, ce n'est pas possible de rendre un service qui est conforme à la réglementation ou au texte législatif. Donc, si le prix reste inférieur, je rappelle quand même, on ne va pas relancer le débat aujourd'hui sur la non-application de la loi NOTRe. Encore une fois, le Sénat s'est emparé de la question parce qu'il faut flatter les maires des petites communes qui soit font de l'argent avec le service d'eau, soit ne rendent pas le service d'eau et ne font rien payer. Enfin, on rase gratis. Mais il faut bien payer le rasoir quelque part, même, même si on ne met pas de mousse. Et il faut donc de temps en temps changer les lames. Et bien donc voilà, régulièrement, parce qu'il y a des sénatoriales qui approchent bientôt, je crois, donc il faut défendre les petits maires qui ne veulent pas appliquer la loi. Bon, c'est un débat. Mais globalement, le tarif minimum, on s'aperçoit que c'est dans les services où le service est mal rendu que le tarif est vraiment très bas. Parce que si vous commencez à appliquer la loi, le tarif minimum qui est voté par les agences, il est largement en deçà de ce qu'il faut, non seulement pour exploiter dans les bonnes conditions le service, mais en plus pour faire face aux investissements dont on a tous parlé et on est tous conscients qui vont représenter des milliards d'euros, sans évoquer la DRU, parce que dans le mur d'investissement, lorsqu'on a parlé de ça, voilà, on n'avait pas encore le texte qui a été approuvé par le Parlement définitivement le 5 novembre dernier, donc c'est tout frais. Et ça, c'est des milliards d'euros aussi pour la France. Donc voilà, il y avait vraiment de gros enjeux. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il ne faut pas dire l'eau s'étend du mètre cube. C'est-à-dire combien je paye à l'année pour le service rendu. Et il faut expliquer ce qu'on fait avec cet argent-là. C'est un vrai service qu'on rend aux populations. La notion de service public d'eau et d'assainissement, avec une vigilance sur le fait de ne pas pratiquer des prix qui soient trop bas, parce que justement, il y a des exigences par rapport au service public et que les consommateurs aussi attendent services publics performants et de qualité. Merci beaucoup. Je vous redonnerai la parole évidemment tout à l'heure. Régis Banquet, votre objectif, c'était d'ouvrir la boîte à outils des collectivités en matière de tarification. Alors là, on ouvre un vaste débat. Quelles sont les pistes de solutions qui ont été travaillées du côté de la tarification? Quelles sont peut-être celles qui vous semblent les plus intéressantes, les plus abouties à la lumière des retours d'expérience que vous avez pu avoir? Alors, avant de parler de tarification, quel est le contexte aujourd'hui?
On est à un moment de bascule, ça a été dit. Hein. On consomme moins, on a besoin de plus. Le mur d'investissement, il fait plus de 15 milliards dans les années à venir, donc il faut trouver l'argent. Et aujourd'hui, ce moment de bascule nous fait dire qu'il ne faut plus parler du prix au mètre cube. Je pense que c'est une notion dépassée, alors que tous les Français s'attachent à comparer avec le voisin, le village d'à côté ou la communauté d'à côté, combien toi tu payes, etc. etc. Donc, le but du jeu, c'est, comme ça a été dit, c'est regarder quel est le service qui est rendu. Et le service qui est rendu aujourd'hui, c'est le prix de la facture. Et le prix de la facture, c'est entre 5 et 600 euros de moyenne sur l'année. Pardon, Alexandre Mayol, on est plutôt sur une moyenne basse européenne, hein, je crois. Oui, oui. Et au-delà de ce prix de la facture globale, aujourd'hui, l'eau représente quoi dans le budget des ménages? C'est entre 0,7 et 0,8%, alors que le portable, qui n'est pas forcément quelque chose d'utile à notre vie, utile, mais peut-être pas vital. Il nous rend de temps en temps service. Mais c'est quand même un fil à la patte. Je préfère avoir la sécurité d'avoir de l'eau que d'avoir un portable. Donc, ça, c'est. Et donc, oui, oui. Et donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de parler de service, de parler du prix de la facture, d'impact global sur le pouvoir d'achat et donc le budget des ménages. Et qu'est-ce qu'on a essayé de prendre comme principe? C'est de dire, voilà, chaque territoire a son rapport à l'eau, à sa culture, à sa, à son histoire. Et à partir de là, il n'est pas question, alors en bon occitan, vous comprendrez que je ne suis pas d'accord avec ça, d'imposer de Paris une tarification qui s'applique à tout le monde. Ce n'est pas possible. Il faut que chaque territoire puisse se saisir bien de divers outils. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu créer une boîte à outils pour que chacun, en fonction de sa culture, de son rapport à l'eau, puisse initier un nouveau rapport financier entre l'usager et sa facture d'eau. Et donc ça peut être agir sur la part fixe. Il y en a qui peuvent imaginer d'augmenter... L'abonnement. Oui, l'abonnement, d'augmenter cette part fixe, d'arriver peut-être jusqu'à 40%, puisqu'aujourd'hui on est plutôt autour de 20%. D'aller vers aussi des tarifications progressives, ça a été dit dans le plan eau par le président de la République, etc. Mais la tarification progressive, aujourd'hui, il faut qu'elle s'accompagne, bien sûr, d'un accompagnement social, je dirais, des usagers, pour que ceux qui sont aujourd'hui en précarité hydrique ou qui sont en difficulté sociale, etc., familles nombreuses, soient accompagnés. Et aujourd'hui, le petit combat que l'on mène, c'est que il faut que les opérateurs de l'eau, alors que ce soit en régie ou en DSP, puissent avoir a priori les renseignements de la CAF pour pouvoir intervenir par rapport à l'usager. Parce que l'usager, une fois qu'il a reçu sa facture, c'est pas spontané de venir demander de l'aide, parce que ils ont chacun leur fierté, et donc c'est compliqué pour eux de venir. Et pas toujours connaissance des dispositifs, chèque eau, FSL, etc. Donc il faut accompagner a priori, et pour ça, il faut qu'on ait tous les éléments pour pouvoir accompagner nos usagers les plus en difficulté. Et puis après, chacun est libre aussi, en fonction, bien sûr, de la composition de son territoire, etc. Je pense par exemple à Toulouse, où il y a beaucoup d'immeubles. Oui, alors la tarification saisonnière, on a commencé à en parler. Saisonnière, où bien le maire de Toulouse a choisi bien d'augmenter le prix de l'eau quand l'eau devient un petit peu plus rare, c'est-à-dire de juin à octobre à peu près, et de le baisser quand bien l'eau est beaucoup plus accessible. Donc voilà, chaque territoire doit avoir ses possibilités. Ça peut aussi, pourquoi pas un jour, je parlais du portable tout à l'heure, pourquoi pas un jour aller jusqu'à la forfaitisation, c'est-à-dire moi j'ai besoin de 30 mètres cubes, je prends un forfait à 30, si je dépasse, je casque, si je ne dépasse pas, j'ai un prix abordable. Ce serait des mètres cubes de base. Des mètres cubes de base, etc. Et ça peut être aussi pour les gros consommateurs une forfaitisation de façon à ce qu'on fasse disparaître aussi la tarification dégressive. Plus on consomme, moins on paye. C'est pas, je dirais, aujourd'hui dans l'air du temps, puisqu'on essayait d'embarquer tout le monde vers la sobriété. Donc ce que vous dites, c'est donner plus de liberté aux élus pour qu'ils puissent mettre en œuvre cette tarification un peu fine, avec un travail de dentelle sur la spécificité du territoire. À l'esprit du territoire. Voilà. Laissez-nous les moyens d'agir. Voilà, c'est ça. Et ensuite, bien sûr, faire en sorte que ces forfaitisations, ces nouveaux tarifs soient expliqués et soient acceptés. Parce que c'est important qu'il y ait de l'acceptation lorsqu'on a une relation entre un opérateur et l'usager, de manière à ce que l'usager puisse s'approprier quelque part cette politique de sobriété
en ayant la connaissance, on parlait de connaissance tout à l'heure, de sa consommation, pour qu'il agisse sur sa consommation propre et que cette relation opérateur-usager devienne une relation de confiance et non plus une relation, je dirais, purement financière. Ma facture est trop élevée ou qu'est-ce que je comprends pas la ligne de ma facture. Donc c'est faire aussi de l'usager un acteur direct de la gestion sobre de l'eau. Merci beaucoup. Alain Bézirard, je vous donne la parole parce que le groupe de travail a abordé aussi un sujet qu'on connaît très peu. C'est le sujet des contrats de performance eau. Donc à la métropole européenne de Lille, vous avez un exemple très concret. Qu'est-ce qui a mené à cette réflexion et concrètement en quoi ça consiste? Alors, ce qui nous a amené à cette réflexion, c'est dans ma tête. Je me disais que jusque maintenant, plus je vends d'eau, plus l'opérateur fait de recettes. Et donc là, c'était quelque chose, il y a des présents qui ont participé à mes concours, qui le savent. J'avais décidé qu'effectivement, je mettais une baisse systématique du prix de l'eau, enfin du volume d'eau. Nous avons décidé sur la métropole de Lille de miser sur 10%, c'est-à-dire 6,5 millions de mètres cubes de moins dans les consommations rapidement. Dans quel délai? Sur les 3 premières années, au bout de 3 ans, nous serons à 6,5 millions de mètres cubes en moins. Alors d'abord parce que c'est nécessaire, sinon demain, j'aurais plus assez d'eau à mettre à tout le monde aux 1,2 million d'habitants de la métropole. Donc il faut absolument préserver la nappe. Et puis en même temps, c'était un paradoxe, c'est de se dire, évidemment, les opérateurs, vous vous êtes engagés à une baisse de consommation. Si vous n'arrivez pas à cette baisse de consommation, vous nous achèterez de l'eau beaucoup plus chère. Donc l'opérateur, exceptionnellement maintenant, il est dans le cycle où plus je vendrai d'eau, plus ça va me coûter cher. Donc moins je vais gagner. Donc c'est du donnant, gagnant-gagnant, pour que chacun puisse évidemment aller dans le sens de l'économie de l'eau. Nous avons décidé d'investir évidemment dans du compteur télérelève. Et là, je vais rejoindre effectivement la question, c'est que dans les compteurs télérelève, on le met dans le pavillon, dans toutes les maisons individuelles, mais on n'arrive pas encore à le faire sur le vertical. D'où un de nos problèmes pour la métropole de Lille, c'est que je n'arrive pas à faire un prix progressif en fonction d'eux. Nos habitants du vertical ne savent pas combien ils consomment exactement. C'est le tantième de mètre carré sans savoir quelle est la composition familiale. Donc là, aujourd'hui, avec les bailleurs, avec les professionnels, on va inciter véritablement à mettre des sous-compteurs qui peuvent se faire par télérelève également pour le bailleur, pour justement que chacun soit conscient de sa vraie consommation. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que moi je vais faire de l'économie? Puisque Madame la Présidente, elle ne va pas le faire. Voilà, non mais je prends cet exemple-là en disant, mais c'est ça en fin de compte. Pourquoi est-ce que moi je vais économiser l'eau? Je vais faire attention. Donc les compteurs télérelève vont être déployés sur la métropole complètement en 3 ans. 3 ans, tout le monde aura ses compteurs télérelève. Et en même temps, on distribue des kits de sensibilisation pour inciter les familles. Et nous accompagnons, et là je rejoins mon collègue, sur la manière d'aider les familles. Donc c'est un travail que nous menons avec la CAF. Comment, avec la CAF, on arrivera à avoir le quotient familial de chaque foyer? Aujourd'hui, c'est la difficulté. Aujourd'hui, on est prêt. Donc, et surtout dans le vertical, ils n'ont pas de facture à leur nom, directement. Donc je ne peux pas les aider directement. Même le chèque-eau, puisque ça ne passe pas. Donc les aides sociales que l'on pourrait apporter, nous sur la métropole, on a 1 million par an dédié au social. Voilà. Donc ce n'est pas négligeable. Mais il faut qu'on puisse le distribuer. C'est ça le pire. Donc on a vraiment cette volonté-là d'aller dans ce sens-là, maîtriser la consommation d'eau, la sensibilisation, et en même temps aider les foyers, tout en sachant, et je le dis, nous aurons dans les quelques années, parce que si je perds 10% de ma vente d'eau, je perds 10% de mes recettes. Aussi bien en producteur, puisque je suis producteur d'eau, mais en même temps en tant qu'assainisseur. L'assainissement, je perds aussi mes 10%. Donc, il va falloir au fil du temps que j'augmente de toute manière le prix. Mais nous avons fait le pari que dans 2-3 ans, on augmentera les prix de l'eau, mais que la facture d'eau, et ça c'est le pari qu'on se fait, celui qui n'augmentera pas, la facture d'eau sera au minimum identique, voire baissée, puisque pour un foyer, baisser de 20%, c'est tout à fait envisageable. Nous, si on augmente de 10%, ils peuvent faire une économie sur leur facture. Mais l'objectif, c'est bien celui-là. Oui, il faudra payer le prix de l'eau.
On est trop bas parfois dans les services. Et je rejoins tout le monde en disant quel service on propose. Il y a des agglomérations ou des petits syndicats qui, eux, n'ont pas de renouvellement de réseau. On a des réseaux très fuyards à 30-40% de rendement simplement. Bon, nous, on est beaucoup plus élevés, c'est tant mieux, mais ce n'est pas suffisant. Donc il faut qu'on puisse nous aider, nous, mais aussi obliger les autres. Et là, je rejoins mon collègue en disant, l'agence de l'eau chez nous, puisque je siège également à l'agence de l'eau, nous avons décidé un prix plancher minima. Voilà. Et ça, c'est 1,50 € qu'on a dit d'office, personne ne devra facturer en dessous d'1,50 €. Il faut se donner les moyens pour résoudre les problèmes des fuites, problème de l'assainissement, puisqu'il y a toutes les factures qui descendent là. Si je n'ai pas un bon système d'assainissement, si j'ai des réseaux fuyards, je ne peux pas évoluer sur la facture d'eau et surtout dans la qualité de l'environnement. Merci beaucoup. En vous écoutant, on relève quand même la complexité de l'équation, hein, plusieurs paramètres qui sont compliqués à faire tenir tous ensemble. J'ai une question pour l'ensemble d'entre vous pour conclure cette table ronde. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ensemble des collectivités sont toutes confrontées à cet enjeu majeur? Est-ce qu'il y a une prise de conscience de l'ensemble des élus et aussi de l'ensemble des usagers de cette difficulté? Au fond, on pourrait la caractériser par la facture de la transition hydrique. On est tous convaincus qu'il y a une trajectoire de transition hydrique à poursuivre, mais est-ce qu'on est tous aujourd'hui bien conscients du fait que face à ce mur d'investissement, il faut changer le modèle? C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire avec le modèle précédent. Je pense que oui, je vais commencer parce que j'ai le micro. Je pense que oui, tout le monde en est parfaitement conscient. Moi, j'ai souvenir de discussions avec le préfet des Hauts-de-France qui un jour me dit, mais monsieur le vice-président, honnêtement, quand j'ai été nommé dans le Nord, la région Hauts-de-France, je m'attendais à gérer beaucoup de problèmes. Sauf l'eau. Sauf l'eau. Et en fin de compte, nous sommes, nous aussi, en difficulté d'eau. Nos nappes phréatiques ne sont pas pleines. Même si on a malheureusement des inondations sur certains endroits, c'est les nappes de surface. Mais les nappes de forage ne sont pas remplies. Donc il y a tout ce phénomène à gérer. Donc, Pas seulement au sud de la Loire. Non. Moi, je vais vous résumer, je dirais ma réponse très rapidement. On a fait une étude avec l'IFOP au niveau d'Interco de France sur qu'est-ce que désirent que les Français qui soient inscrits en priorité sur les programmes des futures élections municipales. Premier sujet, l'eau à 65%. Et donc ça veut tout dire. Ça veut dire que les Français ils ont pris conscience aujourd'hui que l'enjeu de l'eau il est majeur. Que ce soit le pas assez, que ce soit la qualité, que ce soit aussi le trop. Eh bien, tous ces enjeux-là, les Français souhaitent que ce soit pris à bras le corps par les candidats aux futures municipales et que ce sujet-là soit enfin traité de manière, je dirais, territoriale, mais aussi nationale, de manière à ce qu'on puisse avoir une sécurisation dans l'approvisionnement et une eau de qualité de même pour nos usagers. Être à la hauteur des enjeux. Alexandre Mayol. Pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que le maître mot, c'est l'adaptation territoriale. Là encore, on ne peut pas comparer une commune. Je prends un exemple, en littoral où il y a beaucoup de résidences secondaires. Quelle est la contribution de la résidence secondaire à un réseau surdimensionné par rapport au reste de l'année? Qui doit payer pour ça? Et je crois que le sujet était posé, la question de l'abonnement. Parce que le FP2E, je cite des bonnes sources, qui disaient que les charges fixes, c'est entre 80 et 95%. Donc même si vous baissez votre consommation, la charge variable, elle est très faible. Et ça, c'est un vrai sujet. Pourquoi on ne répare pas les fuites en France? Parce que le coût de la fuite n'est pas le coût de la réparation. C'est ça le problème. Et donc, un maire qui va réparer une fuite, c'est une double peine. C'est très coûteux, il ne retrouvera jamais son investissement en termes de recettes, et en plus, les usagers ne vont pas être contents parce qu'on casse la chaussée. Donc c'est la double peine. Et donc là, il y a un sujet, qui doit financer l'investissement? Et donc moi, je plaide pour que l'abonnement soit mieux compris, expliquer que dans l'abonnement, il y a le réseau, et que ce réseau, il ne dépend pas de votre consommation. Que vous soyez là à l'année ou pas, vous devez le payer quand même. Et donc je crois que là aussi, ça change de paradigme. L'usager doit comprendre que l'eau, c'est quelque chose qui a besoin d'un entretien permanent, et pas seulement quand il y a une sécheresse. Moi, mon seul espoir, c'est que si les étés se passent bien dans les années à venir, on n'oublie pas le sujet, et qu'on n'atteigne pas la prochaine crise pour se dire qu'il faut agir. Voilà. Et vous plaidez pour une objectivation du coût de l'inaction. Hervé Paul.
c'est le prochain travail de recherche d'Alexandre Mayol. C'est pour ça que j'insiste sur un collectif d'économistes. Hervé Paul. On a beaucoup parlé d'eau au cours de ces quelques dernières années, avec de trop d'eau. On l'a vu, les inondations, la sécheresse 2022-2023. Lorsque sur le territoire, on explique aux abonnés du service d'eau les travaux qu'on réalise dans une vision d'ensemble, c'est-à-dire voilà, on leur parle du réseau, où on prend l'eau, les travaux qu'on doit faire, les investissements qu'on a réalisés. Je pense qu'il y a une acceptation de l'augmentation de la facture. C'est le chemin qu'on a fait et on a décidé d'augmenter considérablement le prix de l'eau et de l'assainissement. Mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas une grande sensibilité en fait au prix de l'eau. Ce qui est important, c'est d'expliquer les choses. Et c'est vrai que le fait d'individualiser les factures, on ne va pas revenir là-dessus, mais il faut oser expliquer les choses. Il faut prendre le temps de dire voilà, l'eau que vous consommez, elle vient de tel endroit. L'usine, elle est là. On a reconstruit l'usine, on l'a modernisée. L'eau que vous avez utilisée, elle est traitée à tel endroit. Ça demande tels investissements. Et je pense que, enfin, franchement, y compris politiquement, les sujets d'augmentation du prix de l'eau ont été votés à l'unanimité, toutes oppositions confondues. Et au sein du conseil d'administration de la régie que je préside, toutes les décisions sont prises à l'unanimité avec les oppositions. Parce que on n'en fait pas un sujet politique, on en fait un sujet de la qualité, de l'intérêt général. Voilà. Donc ça me paraît vraiment important. Sachant que le mur d'investissement, même si on a commencé à travailler depuis longtemps, les nouveaux investissements vont arriver. Et donc on ne va pas pouvoir, avec l'évolution des consommations, financer ces investissements-là sans toucher à la tarification. Et donc ça c'est vraiment ça me paraît on n'a pas le vraiment choix, important. c'est ça que vous nous Non, dites. on n'a pas le choix. Il faudra le faire. Et puis il y a aussi, moi je pense que lorsqu'on dit il faut baisser les consommations, moi ce qui me paraît vraiment important et je le dis systématiquement, il ne faut pas demander aux gens de se priver de l'eau qui leur est utile. Il faut arrêter le gaspillage. C'est pas du tout pareil. Non, je me brosse les dents, l'eau qui coule, elle sert à rien. C'est du gaspillage. Dans le réseau, on a des fois des process qui sont très consommateurs en eau. On peut changer la façon de nettoyer les filtres ou autre pour gaspiller moins. On peut diminuer les fuites. C'est le gaspillage. Maintenant, moi, j'entends des fois dans les débats ou dans les tables rondes les gens qui défoncent les gens qui ont des piscines ou autres. Mais on a le droit d'avoir une piscine. Enfin, je veux dire, faut arrêter. Faut pas empêcher les gens de vivre. Simplement, il y a des façons de les gérer. Non, mais oui, mais dans ma commune, il y en a peut-être 300, il y a sur 3500 habitants de piscines. Mais c'est un mode de vie. Enfin, je veux dire, mais il ne faut pas stigmatiser les gens. Il faut stigmatiser les gens qui ne savent pas utiliser les outils. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faut lutter contre le gaspillage et il ne faut pas se priver de l'eau dont on a besoin. Et pas c'est deux choses différentes. aussi, Voilà. Il faut. Lorsqu'on essaie de culpabiliser les gens, c'est simple. On ferme les écoutilles et on continue à vivre comme avant. Si on veut les embarquer dans un changement de comportement, il faut les écouter, les comprendre et les accompagner, leur montrer comment ils peuvent mieux consommer, au lieu de leur dire tu es un mauvais consommateur. Faire évoluer les usages et éviter d'opposer les usages justement pour Exactement. que le sujet de l'eau Tout le reste monde a un le sujet droit d'utiliser pacifié. l'eau qu'il a besoin. Merci beaucoup Estelle Grelier, juste pour conclure cette table ronde. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il vaut mieux communiquer sur le coût du service que sur le prix de l'eau, qui est un exercice difficile, et la sensibilité, je le crains, est un peu différente en fonction des territoires et la sensibilité de l'usager final. Ça, c'est le premier sujet. Et je trouve que les collectivités ont beaucoup développé aussi les modèles participatifs avec les collectifs d'usagers, et il faut continuer. Je crois qu'il faut cesser les communications autour du mètre cube, parce que déjà les références... on est tous sur des factures 120 mètres cubes qui veulent rien dire, et je ne suis pas sûr qu'on soit tous d'accord sur combien il y a de litres dans un mètre cube, en tout cas si on devait interroger. Donc je pense qu'il faut cesser ces communications-là et puis s'attacher tous ensemble à parler de ce qu'est un service d'eau. Et en fait, on s'aperçoit que c'est tellement d'évidence que l'eau coule du robinet qu'on ne sait pas exactement ce que ça veut dire derrière, dans un monde qui change et une ressource qui est sous stress et qui du coup met aussi les collectivités sous stress au plan financier et les opérateurs, j'allais dire, partant aussi là-dessus. Et puis dernier point, pour que les usagers soient vraiment partie prenante, et je pense que c'est essentiel dans les transitions, et en particulier la transition hydrique, il faut qu'ils aient une idée de leur propre consommation. Et ça, c'est pour nous, FP2E,
un point sur lequel on insiste aussi particulièrement. Mieux maîtriser sa consommation, en avoir une meilleure conscience, ça suppose de la connaître. Connaître pour mieux agir. Merci beaucoup. Je rappelle que ces propositions sont en ligne sur le site internet de la Fédération des entreprises de l'eau. Et bien entendu, le dialogue se poursuivra dans d'autres cercles, dans d'autres cadres, et nous sommes à la disposition de ceux qui sont intéressés par cette thématique pour aller en discuter. Merci beaucoup à chacun de nos intervenants. Bonne fin de journée.